Alors, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant ont bien fait de le faire, puisque, outre deux historiennes d'art qu'on est très heureux d'accueillir, les artistes vont enfin prendre la parole pour la première fois de cette journée. Ils vont pouvoir répondre finalement à tout ce discours qui les traverse, sur lesquels ils ont peut-être des réponses à donner. Donc cette table ronde a pour objet, finalement celui qui était sous-jacent pour cette journée, l'émancipation. Donc si l'émancipation vise à se donner dès à présent un mode d'existence, de pensée et de perception de citoyens et de citoyennes à part entière de l'humanité, ce qui m'intéressait donc dans cette dernière table ronde, c'était de trouver ce point d'où le musée, d'une part, comme outil d'émancipation, et la lutte des femmes, d'autre part, cesse d'être perçu contradictoirement, pour citer une expression du second manifeste du surréalisme. Pour le dire tout simplement, la question c'est comment construit-on, la question maintenant, c'est comment construit-on une émancipation plutôt que comment achète-t-on les femmes. Alors, pour commencer, Anne Lafont, qui est donc une ancienne pensionnaire de la Villa Médicis, qui a rejoint ensuite, qui est par ailleurs maîtresse de conférence en histoire de la moderne, qui a rejoint ensuite l'INHA, où elle a dirigé la revue Perspective, et qui a été élue l'an passé directrice d'études à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Je signale encore qu'elle a publié, donc, ce qui entre autres, lui fait qu'elle est avec nous aujourd'hui, un texte sur les écrits des femmes sur l'art autour de 1800 qui s'appelle Plumes et pinceaux, discours de femmes sur l'art en Europe en 2012, et va apparaître, je crois qu'il n'est pas encore paru, aux éditions des Presses du Réel, un livre intitulé L'art et la race, sous-titre L'Africain, tout contre l'œil des Lumières, donc qui paraîtra très prochainement. Donc voilà, non, c'est pas accéléré. Les autres. J'en ai juste quelques-unes. Je pense que tout le monde est un petit peu fatigué. Je vais partager donc avec vous un petit peu mes réflexions sur la question de l'émancipation et je pense qu'elle est articulée donc, à la question du genre. Et peut-être je dirais que voilà, c'est distinct de ce que j'ai entendu. Malheureusement, je ne suis pas là ce matin, mais cet après-midi. Ce qui m'intéresse encore plus, d'abord, c'est un livre, on a deux volumes sur effectivement les discours des femmes sur l'art au XVIIIe et au XIXe siècle. Et j'insiste aussi sur le fait que toutes sortes d'interrogations qu'on a entendues sur le XXe siècle se posent déjà et sont prises en charge par les phénomènes du XVIIIe siècle. Donc, probablement à mon sens, quelque chose c'est moi. Et c'est pas quelque chose qui arrive avec le XXe siècle. Et peut-être que le canon justement de la modernité est quelque chose qui occulte un petit peu des formes d'interrogation qui sont antérieures, me semble-t-il. Bon, mais on pourra en parler une autre fois. Enfin, tout ça pour dire que ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est la question justement des études de genre comme un outil en quelque sorte pour de relecture en fait, des collections éventuellement, parmi d'autres choses. Donc je voudrais avancer une définition de la notion d'émancipation, qui serait donc au croisement des études de genre et des sciences sociales, pour mieux comprendre dans quelle mesure non seulement le musée est en soi un lieu d'émancipation, concrètement, et dans son horizon en quelque sorte, mais aussi en tant qu'instance participant de l'émancipation des regardeurs, et ce, dans son ambition originelle, dès le XVIIIe siècle. C'est quelque chose, la longue durée, je pense, qui est important. En effet, dans le passage, pour le dire très vite, dans le passage du cabinet de curiosité privatif, en quelque sorte, au musée, au cours des années 1740, il y avait un désir de rendre explicite la vocation cognitive de la collection, donc vraiment non plus avoir comme ça un espace sur des trophées, mais bien de pouvoir communiquer
la dimension cognitive, c'est-à-dire ce qu'on pouvait apprendre par quelques objets-là. Donc c'est là que se développe aussi essentiellement le catalogue raisonné, par exemple, pour pouvoir faire profiter aux visiteurs potentiels l'intérêt de chaque objet, et également donc un désir de rendre explicite la vocation cognitive de la collection et de mettre à l'épreuve les théories sensualistes et empiristes prenant l'apprentissage par les sens. C'est-à-dire que c'est aussi le musée est envisagé comme un lieu où particulièrement on peut, à travers les sens, essentiellement le sens de la vie, peut-être pas seulement, finalement atteindre ou se procurer des sensations qui sont de l'ordre de la cognition. Donc par conséquent, il s'agit de comprendre dans quelle mesure cette ambition muséale, fondatrice, matricielle, croise le projet émancipatoire des études de genre en général. Par ailleurs, dans le domaine strict du droit, l'émancipation est le passage à l'âge adulte, ou à tout le moins le passage à l'autonomie et la responsabilité, qu'ils soient anticipés par rapport à l'âge convenu par la société, c'est le cas lorsque l'on émancipe quelqu'un, lorsqu'on l'affranchit en quelque sorte, avant l'âge canonique de la maturité, à 15 ans, à 16 ans, donc en France, ou que cette émancipation soit effective par les lois, autrement dit systématique et de droit, au moment où un individu atteint un certain âge, reconnu comme celui de la maturité dans une société publique. Donc en France, en l'occurrence, 10 ans. Il y a donc dans la notion d'émancipation le passage d'un ancien état de dépendance à un nouvel état de liberté, d'autonomie et, j'insiste, de responsabilité. Par conséquent, en se posant la question dans le cadre du musée, il s'agirait de voir dans quelle mesure le musée est le lieu, au sens propre, de partenaires situés, d'acteurs, de collaborateurs, voire de facilitateurs de cette métamorphose vers un état de plus grande liberté des individus. Et si on approfondit un peu plus ce croisement du musée et des études de genre, on peut s'interroger aussi sur la façon dont le musée est le lieu le plus propice à l'émancipation. On voit tout le moins une institution spécifique dans la batterie de ressources institutionnelles propres à l'émancipation, comme l'école, les bibliothèques, peut-être l'armée, ou encore l'université. Il me semble, et oui, l'armée, il me semble que, on pourra en discuter, mais je pense que c'est conçu aussi comme ça. Et il me semble que le musée conjugue donc deux dimensions spécifiques. Et là, je parle peut-être de choses qui me sont un tout petit peu plus familières, c'est-à-dire les institutions beaux-arts avec une collection à vocation encyclopédique. Donc, l'histoire, parce qu'il conserve des exemples issus de contextes historiques divers, qui peuvent faire écho aux différents statuts, par exemple, de la femme dans l'espace et dans le temps. C'est un exemple. Donc, tout d'abord, l'histoire, évidemment. Et deuxièmement, l'expérience esthétique, c'est-à-dire la rencontre et l'épreuve pour le regardeur de l'émotion et de la cognition. Ou pour le dire encore autrement, une transformation du regardeur activée par les sens, c'est peut-être ça le propre du musée même, de la perception, et en l'occurrence entraînant une modification des catégories de pensée, toujours si on prend notre exemple par rapport au genre, liées aux identités sexuelles. Donc je donne un exemple, par exemple, je donne un premier exemple, et je ne me rappelle plus pourquoi je vous avais dit ça. C'est une période qui m'intéresse, je vais probablement dire quelque chose, mais je passe outre le fait et dans le musée. Mais je prends un autre exemple comme ça, qui m'a familier, évidemment le tableau de Girodet, Le Sommeil d'Andignon, qui se trouve au Louvre. Et on voit dans ce tableau, qui est très célèbre, qui est un très grand format, dans la galerie des 19e au Louvre, donc l'acidité, androgynie, spasme sexuel, homosexualité, hermaphrodisme. Il y a toute une littérature critique sur ce tableau depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui est tout à fait intéressant, et qui montre à quel point il résonne et se joue de nos catégories de pensée, et ébranle même le regardeur dans son corps au point de relativiser, me semble-t-il, la fixité de l'identité sexuelle. Et donc si on le met en parallèle pour dire qu'il y a aussi des relectures de collectionnistes, avec des sculptures antiques, comme la Reine endormie, ou alors l'hermaphrodite que l'on voit sur la gauche, d'un de l'autre, on voit que c'est en plus des choses qui traversent en quelque sorte l'histoire de l'art, sa formule la plus chef-d'œuvre. Donc il est possible vraiment de relire ces collections avec, me semble-t-il, les outils donc des études de genre. Il y aurait donc en effet une spécificité du musée qui ferait vivre l'expérience esthétique, vivre l'expérience esthétique comme expérience de l'émancipation. Une idée que j'aime beaucoup.
Et de ce fait, qui renouait avec la transe, avec la performance, et là on a vu tout à l'heure d'ailleurs celle d'Esther Perel, comme jaillissement premier, source pulsionnelle de la fonction de l'art dans sa puissance transformatrice. Si les beaux-arts occidentaux ont abstrait ou conceptualisé à l'extrême cette fonction première de l'art comme lieu de la transformation, en le sacralisant dans le dispositif musée, il est possible, en repartant de la définition de l'expérience esthétique comme expérience d'émancipation, de renouer avec cette définition et cette fonction première de l'art. Et de ce fait, il est possible de redonner un sens au lieu musée qui n'est plus seulement celui des réservoirs des spoliations, comme on a vu récemment, ou de temples chefs-d'œuvre, mais si ce n'est du sanctuaire, en tout cas d'espace privilégié de l'expérience esthétique comme processus d'émancipation, de lieu d'affranchissement de la minorité symbolique, de la dépendance, non pas lié à l'âge cette fois-ci, mais plutôt à l'ignorance en quelque sorte, et propice à l'acquisition de la conscience et de la liberté civique, et on dirait aujourd'hui d'ailleurs plutôt citoyenne. La seconde spécificité pour ce qui concerne l'expérience esthétique comme expérience de l'émancipation est qu'elle est à la fois une expérience individuelle, celle du regardeur, et en même temps un dispositif muséal, une adresse institutionnelle fondamentalement collective. C'est d'ailleurs probablement dans cette double dimension inhérente que l'émancipation est encore plus intéressante que celle longtemps privilégiée dans l'histoire des femmes de libération. Il est sans aucun doute une dimension plus méditative, davantage liée à l'introspection et à la trajectoire personnelle, comme à la démarche intellectuelle de désaliénation, dans la notion d'émancipation que dans celle de libération. Donc, ça se discute, il me semble. L'idée de libération renvoie quant à elle davantage à l'octroi d'un nouvel emploi, le fait qu'on nous donne, peut-être qu'on se libère moins, qu'on est libéré en quelque sorte par autrui. De même, elle renvoie à un moment tremplin plus qu'à une démarche de longue haleine de construction personnelle. Aussi, me semble-t-il, l'émancipation dans sa pleine maturation, et je jongle les jambes, tout le micro, dans sa pleine maturation significative, est en analogie étroite avec l'expérience esthétique. Quels seraient alors les outils de l'émancipation au musée? Alors, je fais ça à toute allure parce que je ne peux pas. Mais, donc, on distingue, il me semble, deux éléments constitutifs de l'émancipation sur un plan général qui ont des concrétisations particulières dans les musées. Donc, la réflexivité, ou la capacité à mettre à distance le dispositif de naturalisation et de fixation du discours muséal, et l'exercice de la critique, ou la possibilité, intégrée au parcours, et ça c'est, je pense, quelque chose de très important, d'interagir avec le dispositif, de le modifier, de l'accepter ou de le refuser, en tout ou en partie, autrement dit, de garder un espace entre l'institution de la vérité et le parcours de regardeur alerte et en mutation de l'autre. Il me semble en effet que l'émancipation ne peut advenir que quand le visiteur tient à bonne distance le discours officiel de l'institution patrimoniale, voire qu'il peut le modifier par son parcours, par sa visite et par la trace qu'il laisse, à l'instar de cette intervention dans le livre d'Oth. Là, j'en ai un exemple, c'est pour l'exposition Prostitution, une manière d'agir. Quelqu'un qui a dû relire plusieurs fois parce qu'on le retrouve à plusieurs moments des trois livres d'Oth. Ça, c'est une manière de répondre en quelque sorte à une œuvre qui est faite par le musée. Ce peut être l'objectif de l'interactivité quand elle ne se transforme pas en gadget, évidemment, d'autant que nombreux sont désormais les moyens de pluraliser, si c'est à proprement parler des parcours, que, à tout le moins, les voix qui s'approprient les œuvres du musée. Évidemment, les médias sociaux numériques et les fils de commentaires, d'ailleurs, requièrent la plupart du temps de modération, sont les exemples les plus évidents. Mais il est aussi d'autres tentatives, comme la galerie des dons du musée d'histoire de l'immigration, et le discours l'accompagnant. Même si la formule muséographique n'est pas encore au point, le processus interactif, avec une vraie collaboration du visiteur, me semble particulièrement intéressant. Il s'agit en fait de faire une histoire patrimoniale partagée, à l'envers du chef-d'œuvre, dont le pédigré auguste assure la légitimité et détermine la valeur financière et symbolique. Donc, au Musée national d'histoire de l'immigration, on peut donner des objets personnels qui sont accompagnés par un enregistrement, des raisons pour lesquelles on souhaite le donner. Ce don, néanmoins, est sujet à une négociation, c'est pas non plus une poubelle, le Musée de l'histoire de l'immigration, donc il faut que ça soit accepté. C'est le propre d'un don. Mais il y a cette galerie-là, qui est un peu en marge de la collection permanente, du parcours dans la collection permanente, qui est une manière quand même de réagir là aussi à une offre muséale.
Donc il reste des problèmes évidents, notamment l'articulation à la collection permanente et les problèmes d'indexation, de conservation et d'exploitation des témoignages, comme des dons eux-mêmes. Tout paraît encore à inventer, mais un tel dispositif interactif me semble particulièrement intéressant. Et je pensais par exemple que ferait éventuellement un magnétophone à côté du sommeil en Géraud. Si on avait un questionnaire orienté, la possibilité de s'enregistrer dans une petite cabine, ça peut être ce genre de choses qui montrerait, je crois, à quel point la sexualité à fleur de cou dans ce cadre-là, comment elle serait reçue éventuellement par les visiteurs. Dans ce même état d'esprit, de penser des expériences qui ont été menées, je repense à, je ne sais pas s'il a été cité ce matin, quelqu'un qui en tout cas pour les périodes plus anciennes est un acteur fondamental de ces questions-là au cœur du musée, c'est Régis Michel, dans notamment, je vais noter là, Posséder et détruire, une de ses expositions, celle-ci de 2000, dont le sous-titre était Stratégie sexuelle dans l'art d'Occident, qui m'a un peu valu sa place de maître d'œuvre au sein du Louvre, mais qui a été, à sa manière bien à lui, un pionnier dans la manière de relire des collections, mais essentiellement les collections d'art graphique du Louvre, à l'aune de la question notamment du genre et des identités sexuelles. Une autre expérience plus récente, et cette fois-ci à l'initiative non pas d'un chercheur et d'un conservateur, mais d'une artiste, Sonia Boyce, avec, probablement vous avez entendu parler, avec l'œuvre de cet artiste anglais, Waterhouse, qui a présenté ce tableau Hylas et les nymphes, un tableau de la fin du XIXe siècle à la Manchester Art Gallery, et Sonia Boyce a proposé de le décrocher du parcours, de le retirer. Elle a d'ailleurs, la conservatrice, je crois, de Manchester Art Gallery a été accusée de censurer en quelque sorte l'accès à l'œuvre, ce qui est complètement fou, puisque c'était une performance d'artiste pour questionner un certain nombre de stéréotypes, tout simplement, et de le faire en retirant temporairement l'œuvre et en laissant un espace de liberté justement où les post-it, les spectateurs ou les regardeurs éventuels pouvaient réagir. Et il était accompagné d'un petit placard une petite affiche où elle expliquait sa démarche. Elle dit cette galerie présente le corps des femmes soit en tant que forme passive décorative, soit en tant que femme fatale, remettant en cause ce fantasme victorien. Et elle s'explique un peu plus sur les questions d'intersectionnalité d'ailleurs, les questions de genre, de race et de classe, et comment les œuvres d'art peuvent-elles nous parler d'une façon plus contemporaine et plus pertinente. Donc c'était créer une absence, modifier les parcours établis pour créer un vide et finalement que s'exprime une réaction, et en aucun cas quelque chose qui était de l'ordre de la destruction. Donc c'est tout à fait qu'une artiste se soit positionnée par rapport à ça. Précisément, s'émanciper, c'est s'emparer des moyens de contrôle, finalement, qui correspondent, entre autres, et dans leur dimension la plus explicite, au discours encadrant le parcours et à l'accrochage, bien évidemment, si bien que dans le processus d'émancipation, on peut d'une part laisser une marge d'inscription, de discours aux visiteurs, c'est ce qu'a fait Sonia Boyce, et d'autre part exploiter les espaces d'exposition temporaire pour relire la collection, ce qui va de soi, en offrant notamment d'autres rapprochements, comme le fait par exemple le musée de Brooklyn. Mais il y a certainement beaucoup d'autres exemples, c'est celui qui me vient en tête. Et puis juste pour parler d'une expérience personnelle et qui n'est pas personnelle, donc en 2012, effectivement, paraissait à l'INHA ce volume Plumes et pinceaux sur les discours des femmes sur l'art au XVIIIe et XIXe siècle. Et juste, je pense à quelque chose pour avoir entendu un peu comme ça les présentations en fin de matinée cet après-midi, où le déclencheur est souvent le chiffre quand même. Même moi, ça m'agace, mais c'est quand même ça. Et ce projet d'anthologie et d'essai qu'on a fait comme ça, on a commencé en 2008, donc c'était parallèle au projet au Musée national d'art moderne. Et en fin de compte, c'est dans l'année où je suis arrivée à l'INHA, dans mon premier poste, où je m'occupais des questions d'historiographie, en fin de compte, il y avait un grand projet, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement parlant,
un grand projet de dictionnaire biographique, d'entreprise prosopographique. Et donc on en était où on a travaillé, je ne sais pas ce que j'aimais de le dire, on travaillait sur le 19e siècle, donc avec une équipe, je reprenais le projet, une équipe donc, d'une quinzaine de chercheurs qui avaient préparé la liste, et 400 personnalités avaient été retenues pour figurer dans ce dictionnaire qui est en ligne. Hein. On n'a pas réussi à aller jusqu'aux 400, mais qui est en ligne aux 3/4 sur le site de l'INHA, extrêmement bien fait, instructif et une mine d'or. Et donc, pendant les premiers mois où j'arrive, alors 400 personnes, 400 historiens de l'art au 19e siècle, j'ai l'impression d'en connaître 30, j'étais un peu angoissée aussi. Il y a combien de femmes là-dedans? Il y en avait une et deux sur les 400. Donc, une anglaise, qui est tout à fait intéressant, et je vous dirai pourquoi après, une anglaise qui avait travaillé sur le français, Elizabeth Mansfield, et la notice avait été d'ailleurs confiée à une chercheuse américaine. Et une autre qui était Jane-Marie Delafoy, qui est d'ailleurs aussi d'origine anglaise, si je me rappelle bien, et qui n'avait droit qu'à une demi-notice puisqu'elle figurait au titre de ces couples modernes pour avoir travaillé avec son mari. Donc ça a été pour moi, à un moment donné, il faut se poser des questions, peu importe ce qui ressort de ça, il faut se poser des questions sur la manière dont on fait l'histoire de l'art. C'est quelque chose qui me paraissait complètement étrange dans sa forme. Non pas dans... les processus étaient scientifiques, mais le biais était initial. Et il fallait donc poser, me semble-t-il, la question. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Mais donc, oui, donc, juste pour dire que les chiffres sont quand même, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut en revenir à un état des lieux fondamental ou de base pour que quelque chose s'enclenche qui soit autre chose qu'une réponse aux chiffres, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai pas voulu faire un dictionnaire des femmes et tenter d'en trouver 370 pour être... c'était pas ça l'objectif. C'était de voir comment on travaille sur un matériel qui est différent. Et donc voilà. Et donc à l'issue de la sortie de ce livre-là, c'est Marcella Lissa d'ailleurs qui était à ce moment-là, qui travaillait au service culturel du musée du Louvre, qui s'est dit il faut qu'on lance quelque chose depuis le musée du Louvre sur les artistes femmes. Et on est parti sur ce projet un peu comme ça, sous la forme d'une question, à l'image de celle que posait Linda Merklin. Et on a décidé de faire donc à l'INHA un séminaire de 6 séances. Et au musée du Louvre, ils ont fait un cycle de conférences qui était un petit peu différent. Et assez étrangement, et son intention initiale aussi était de rassembler les conservateurs autour de ce projet et de faire un parcours dans la collection qui mette en lumière et qui pose des questions autour justement de la présence des artistes femmes qui sont quand même assez nombreuses, notamment pour le 18e et 19e siècle au Louvre, si on veut bien prêter attention. Et en fait, elle n'a pas eu la collaboration vraiment de la conservation, donc ça a été vraiment réduit à la portion congrue. Et deuxième biais, je dirais, de ces travaux-là, en tout cas il y a une dizaine d'années, pas une dizaine d'années, il y a 4 ans, n'importe quoi, c'est que dans le cycle de conférences qu'elle a organisé au musée du Louvre en regard de ce projet-là, il n'y avait que des étrangers, et pour la plupart des Américains. Donc ça c'était aussi quelque chose, il va bien falloir à un moment donné que de l'intérieur, nous aussi on y travaille, ce qui est tout à fait le cas aujourd'hui, et qu'on se pose un certain nombre de questions. Et autant au Louvre, la question s'est posée autour des artistes femmes, autant à l'INHA, on a réussi à faire en sorte que la question soit vraiment les études de genre. Ça c'est aussi, et c'est pas une question de progrès, pour moi les deux vont de pair, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut que ça se transforme en une question collective aussi, il faut aller, me semble-t-il, jusqu'aux études de genre. Bon. Bon, je sais pas trop quoi faire. Donc ça c'était le programme, je passe. Peut-être je montre juste, puisque c'est un peu mon obsession du moment, juste ce tableau-là, qui est un tableau du Louvre, que vous connaissez probablement, très repris, très diffusé. Juste deux exemples comme ça, en tout cas de formes d'introduction, même dans les périodes anciennes,
d'un certain nombre de questions que nous travaillons toutes et tous. Il y a la question de l'identification, de l'attribution, qui sont des choses très importantes en histoire de l'art, la question de l'autorité liée au nom d'auteur, etc., fait que la prise en charge textuelle est fondamentale finalement dans la médiation, dans le rapport à l'œuvre. Et c'est une artiste femme, donc Elisabeth Laville-Leroux épouse Benoît, qui a fait ce tableau-là, qui a signé sur la main à droite Laville-Leroux, femme et Benoît. Et d'ailleurs, je dois dire, par rapport à ce que disait Éric tout à l'heure, c'est une femme qui a dû arrêter sa carrière au moment où son mari, à la Restauration en 1815, a obtenu un poste de fonctionnaire, un haut poste de fonctionnaire. Il lui a écrit, on a encore la lettre. Je vous réagissiez là. Quel dommage. Quel dommage. Et d'autant que pendant la Terreur, lui était un partisan royaliste. Et elle avait vraiment été très solidaire, elle avait caché, après elle avait obtenu un logement au Louvre, parce que c'était une artiste quand même très réputée. C'est elle vraiment qui avait tenu la famille pendant la période sombre de la Révolution. Et après, elle lui répond, c'est déchirant vraiment cette lettre. Elle dit, je vais le faire, mais vraiment ça me coûte énormément. Et c'est vraiment, enfin, c'est tout à fait intéressant de voir ça. Donc c'est des choses qui existent aussi et qui sont un vrai problème de construction sociale, effectivement, pas de nature, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut justement travailler sur les artistes femmes si elles ont été obligées de céder par une pression soit familiale, soit de société en quelque sorte, et renoncer finalement à une forme de pratique. Donc là aussi, c'est pas des choses qui arrivent avec le XXe siècle et qu'on peut travailler et documenter. En tout cas, pour ce tableau-là, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on suit dans le récollement du Louvre, d'abord, les changements de cartel par lequel cette jeune femme noire, qui était une ancienne esclave, qui arrive en tant que domestique, puisqu'on ne pouvait pas être esclave en France, à Bordeaux, à la fin du XVIIIe siècle, et on voit comment on passe de négresse à noire, etc. dans le temps. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant par rapport à la représentation des femmes. Il y a toute une littérature aussi sur le fait qu'elle ait une partie de son corps dénudé. Mais de même, pour l'artiste elle-même, on a, en passant à travers tous les salons, comment elle a changé au moins 10 fois le nom pour se présenter en tant qu'artiste. C'est-à-dire que restituer cette histoire de la prise en charge textuelle, du titre, de l'artiste, des noms, des mots, etc., dans l'espace médial, par exemple, c'est quelque chose qui complexifie beaucoup la perception des tableaux. Et ça fait partie des choses, je crois, qui peuvent conduire, que les études de genre mettent en relief, et qui peuvent conduire aussi à une appréciation épaissie, complexifier un petit peu des œuvres d'art. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Et puis le dernier tableau, mais peut-être que je vais juste sauter à ma conclusion, par rapport aux pratiques professionnelles, à la réflexivité, à l'engagement des artistes femmes par rapport à ce qu'elles font ici. Cet autoportrait de Suzanne Giroux-Grossine, qui est la femme du peintre Rossini du XVIIIe siècle, qui se représente en train de faire le pastel d'un tableau qu'elle avait fait avant. Donc elle est en train de parler aussi de comment le clan familial, et le mari est artiste, comment elle a suivi sa formation, quelle émancipation elle peut faire. Il y a tout un discours aussi à dénouer en quelque sorte de ce tableau qui serait tout à fait intéressant pour introduire et montrer que les interrogations propres aux femmes, notamment, mais aussi soulevées par les études de genre, ne sont pas seulement en sympathie avec la période. Ça ne commence pas en 1968, ça commence bien avant. Et si elles ne sont pas formulées ou théorisées de la même manière, elles sont présentes dans les œuvres et dans la production aussi intellectuelle des femmes de l'époque, à laquelle on a accès assez facilement étrangement. Donc pour finir, juste en conclusion, je partagerai deux questions, un peu tard, mais bon, alors je me dis, voilà. Peut-on dire que l'expérience esthétique s'avère à la fois le miroir et le processus même de l'émancipation au sein du musée? Et dès lors, l'outillage propre aux études de genre est-il un des meilleurs alliés dans une relecture de nos collections propice à la fabrique des conditions de l'émancipation? Voilà, merci. Merci beaucoup Anne Lafont pour cette présentation très subtile qui permet de déplier un peu les concepts, notamment l'opposition
émancipation versus libération, et puis aussi presque une mise en abîme du sujet en nous montrant finalement le tableau d'une femme noire, esclave, bientôt émancipée. On est obligé d'avancer au pas de course, et donc je donne tout de suite la parole à Pauline Chevalier, qui est donc maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, qui a rejoint l'INHA cette année et qui fait partie qui est l'une des 8 conseillères scientifiques, il n'y a que des conseillères scientifiques à l'INHA, et en particulier à la charge du domaine Histoire des techniques et des disciplines artistiques. Et elle est en particulier l'auteur d'un magnifique ouvrage paru également aux presses du réel, et qui s'appelle Une histoire des espaces alternatifs à New York, de Soho au South Bronx, qui est donc à partir des éléments d'architecture, une réflexion là aussi sur les pratiques qui naissent de ces lieux, une étude très fine. C'est à toi, Pauline. Merci beaucoup, Adrien. Bonjour à tous. Je voudrais partir d'un exemple pour évoquer peut-être quelques éléments de la relation entre musée et émancipation, avec trois axes en fait, que j'ai choisis. Il y a peut-être un petit peu d'arbitraire là-dedans, mais d'abord l'idée du musée de la collection comme instrument d'émancipation, et puis après je passerai à l'idée que le musée est rejeté puisqu'il est aussi le symbole des luttes pour l'émancipation dans un cadre plus large au sein de la société. Et puis enfin, le musée comme allié nécessaire de l'émancipation, car il est outil de légitimation. Et j'ai choisi cet exemple du Whitney Museum of American Art à New York pour plusieurs raisons. La première, parce que aussi on le connaît comme étant un haut lieu de la contestation des pratiques muséales à la fin des années 60 et au début des années 70. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, puisque c'est un musée qui a été fondé par une femme et qui a aussi été un instrument d'émancipation. Il a été fondé en 1931 par Gertrude Vanderbilt Whitney, qui était artiste et qui était la petite fille de Cornelius Vanderbilt, et qui était richissime, et qui par sa condition sociale, économique, n'avait pas forcément pour vocation de devenir artiste, et elle l'est devenue contre la vie de son mari et de sa famille. Elle a ouvert aussi un lieu de sociabilité dans Greenwich Village, où elle a accueilli de nombreux artistes et collectionné également des artistes américains, états-uniens, et qui ne trouvaient pas forcément non plus de collectionneurs ni de lieux d'exposition. Et alors je résume assez brièvement, mais elle a voulu faire don de sa collection au Metropolitan Museum de New York, qui lui a gentiment répondu que non. Il n'accepterait pas cette collection, et donc elle a ouvert ce musée d'art américain en 1931. Et pour elle, le musée, sa collection, sa pratique de collectionneuse, qui est un schéma d'émancipation assez classique à cette époque-là, et je vous renvoie aux travaux de Julie Verlaine, qui a écrit sur ces questions-là de collection et d'émancipation pour une partie des femmes de la bonne société dans les années 20-30. Elle, non seulement donc, elle a collectionné, et elle a aussi collectionné des artistes qui, en quelque sorte, elle a contribué à l'émancipation de certains artistes vis-à-vis du regard majoritairement tourné vers l'Europe. C'est aussi symptomatique d'une élite sociale à ce moment-là, de certaines femmes, loin d'être la seule. Je pense aussi à Mabel Dodge Luhan, qui est aussi une de ces mécènes, qui a beaucoup contribué à des formes d'émancipation d'artistes qui sont d'une avant-garde, et ce lien entre émancipation des femmes, collectionneuses et avant-garde est particulièrement important. Et c'est là on peut se poser la question de quelle émancipation parle-t-on. C'est une émancipation personnelle pour Whitney,
c'est aussi une émancipation en termes d'œuvres qui sont présentées. Mais on a aussi le cas d'une institution qui est créée un petit peu à la marge des institutions majeures de New York à ce moment-là, ce qui pose des questions et que je ne vais pas répondre ici, mais aussi de hiérarchie institutionnelle vis-à-vis de ces lieux ou de ces musées fondés par les femmes. Et on a c'est un petit peu rapidement, mais je voulais revenir sur cette idée que le Whitney Museum avait été fondé par une femme. Quand on pense justement à la fin des années 60, combien le musée a vraiment été un lieu de contestation, puisque ce musée accueille toujours une biennale qui présente un état des lieux de l'art américain, états-unien. Et on a, à partir de 1969-70, une série de manifestations qui sont orchestrées par différents collectifs. Et le musée, en quelque sorte, cristallise la contestation. C'est presque une forme de métonymie, c'est-à-dire que le musée devient ce fragment qui représente une société patriarcale et contre laquelle on va essayer de lutter. Et donc on a des manifestations qui vont réclamer que la biennale présente 50% de femmes artistes, mais aussi, et là c'est important, des femmes noires, sachant qu'on est à une époque où on a parlé d'intersectionnalité, mais où ces mouvements d'émancipation ne sont pas séparables. Et donc on a une lutte ici, par un collectif, par exemple le Ad Hoc Women Artists Committee, ou le Women Students and Artists for Black Art Liberation, qui vont donc manifester. Alors, c'est des manifestations tous les dimanches. Quelqu'un qui a évoqué justement cette idée que c'est le dimanche, mais le lundi matin, qui sortira les poubelles à propos. Voilà, bon, on a parlé de ça ce matin, et ça faisait directement référence à ces manifestations ici du dimanche devant le Whitney. Et d'autres actions, c'est aussi des faux communiqués de presse invitant justement les visiteurs et la presse à venir voir une exposition qui présenterait 50% de femmes artistes, alors que ce n'était pas le cas, parce que c'était 2% la première manifestation. Et donc c'est une lutte d'abord pour la représentation. Et on a tout de suite conscience que cette lutte pour la représentation n'est pas émancipation. C'est-à-dire que représentation n'équivaut pas à émancipation. On a déjà évoqué ces questions-là en termes de chiffres. Et donc, ça va un petit peu plus loin. Et là, je vous ai mis une affiche faite par ce collectif WAR, Women Artists in Revolution, qui propose justement d'aller un petit peu plus loin et qui dit, alors on ne peut pas lire, je vous lis juste en bas vous pouvez lire, que les femmes sont fatiguées, que les hommes en gros leur montrent le monde. C'est une version du mansplaining avant que Rebecca Solnit le vulgarise. Mais on a une revendication dans cette affiche en quelque sorte, d'aller vers l'autodétermination et d'aller vers la prise en main, de ne plus uniquement revendiquer de la représentation, mais d'aller un petit peu plus loin. Et d'aller un petit peu plus loin en se réappropriant l'outil muséal et je cite cette affiche, tentant de renverser des siècles de préjudices faits à l'image de la femme artiste, en établissant une représentation égalitaire des sexes dans les expositions, mais aussi dans les acquisitions et dans les comités de sélection. Et donc la seule représentation ne suffit pas, et là on revendique la co-organisation, l'autodétermination, et la création aussi de lieux qui vont être des lieux, alors j'aime pas trop l'idée d'intermédiaire, mais des lieux qui vont œuvrer à la visibilité des femmes pour ensuite les valoriser au sein du musée. Et par exemple, on a donc, ces mêmes mouvements qui vont militer pour plus de représentation et une importance des femmes au sein des musées, vont aussi créer des lieux et ouvrir des expositions qui permettent une visibilité des femmes, et cette fois sans mixité. Et ça a été évoqué par Madame la Préfète en ouverture cet après-midi, cette question de la mixité ou de la non-mixité, mais je pense que c'est aussi un débat qu'on n'a pas le temps d'ouvrir ici, mais au sein des musées. Mais
une ouverture de galeries, qui sont des galeries qui vont être à la fois des lieux d'exposition, mais aussi des lieux de discussion sur la place des femmes dans les musées. Et vous avez une conservatrice du Whitney Museum qui va justement être très active, c'est Marcia Tucker. Et au sein de ces galeries et de ces espaces, on justement discuté la question de l'émancipation et de l'autodétermination. Et on a aussi dans ces lieux la critique Lucy Lippard, qui va le conserver chez elle, un registre de femmes artistes avec des centaines d'exemples de femmes artistes qui vont être proposés pour que les musées, peu à peu, se rendent compte, et ça je cite les termes de Lucy Lippard, se rendent compte de la qualité de production des femmes artistes pour ensuite pouvoir les exposer. Et dans ce catalogue d'une exposition de 73 qui a fait date, Lucy Lippard, d'un point de vue assez optimiste, elle dit finalement, plus on montre, plus on fait des expositions d'artistes femmes, et plus les grandes institutions vont se rendre compte qu'il y a des œuvres de qualité et vont pouvoir les intégrer, les accueillir. Et finalement, elle s'est rendue compte quelques années après que c'était une vision finalement assez naïve. Mais ce catalogue d'expositions Women Choose Women, de la même manière que les 13 Women Artists, sont en fait des expositions qui vont, juste pour l'histoire brève de cette exposition de 73, c'est donc un collectif qui s'appelle Women in the Arts, qui a écrit aux différentes principales institutions new-yorkaises en leur demandant de monter une exposition uniquement de femmes artistes choisies par des femmes. Tout ont refusé, sauf le New York Cultural Center, qui a accepté d'exposer ces femmes. Et on a à ce moment-là, dans le catalogue, une vision qui est aussi, à mon sens, intéressante quant à l'émancipation, qui est de dire qu'il doit y avoir de ces collectifs féministes une coopération et une collaboration avec les grandes institutions afin de faire évoluer le musée, puisque le musée est nécessaire à l'émancipation. Et donc on est dans des questions qui vont au-delà de la représentation ou de la féminisation des collections, mais plutôt dans une collaboration, une co-organisation, voire chez certaines artistes, une volonté de saper, en intégrant le musée, de saper progressivement les bases du musée. Donc voilà quelques éléments sur les différentes formes d'émancipation par le biais du Whitney Museum et des collectifs qui ont travaillé. Merci beaucoup Pauline. On va faire en quelque sorte l'archéologie de ce qu'on a vu plus tôt. Il y a eu des choses avant elle, avant WAC, etc. Merci beaucoup. On continue à toute allure. Terrible. On était hier soir avec Hélène Delprat-Dumas, ou Delprat que nous accueillons maintenant, à l'exposition Freud au musée de l'art et d'histoire du judaïsme. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait d'un côté des représentations de femmes qui toutes étaient ou folles, ou hystériques, ou en train de souffrir, notamment l'énorme tableau représentant Charcot et ces femmes, et de l'autre côté des œuvres qui n'étaient que des œuvres d'hommes, Dali, Duchamp, Artaud, et j'en passe. Hélène Delprat est artiste, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, une grande exposition en 2017 à la Maison Rouge, I Did It My Way, et cet été, lors du Festival d'Avignon, la scénographie du Grand Théâtre d'Oklahoma, présentée donc à Avignon, puis à la MC 93 de Bobigny. C'est à vous. Et le musée de Caen cet été aussi. Alors, merci de cette invitation. J'avoue que quand j'ai reçu le mail, je me suis retournée en me disant, il y a sans doute quelqu'un derrière moi à qui c'est adressé. Parce que, oui, j'étais très étonnée. Je suis pas tellement habituée à ce genre de choses. Et puis surtout, j'ai eu la sensation, c'est pas une sensation, c'est une réalité, de n'avoir jamais tellement été concernée par tout ça. J'ai raté le coche, en fait. Parce que en 68, j'avais 10 ans, j'étais en province. Et puis, j'avais quelques échos, évidemment, de ce qui se passait, mais bon, à 10 ans.
Et j'avais déjà quelques indignations, quelques agacements. Le premier agacement que j'avais eu, c'était quand j'étais enfant et que on nous a gentiment emmenés dans une autre salle de classe, nous les filles, pour faire de la couture alors que les garçons faisaient du dessin. Déjà, ça, je me disais que ça commençait assez mal. Ensuite, on m'a offert, quand je ne savais pas lire, un livre. J'ai ouvert le paquet où je l'ai gagné, je ne sais plus, c'était le dernier des Mohicans. Je me suis dit, tiens, je suis un Indien aussi, j'en sais rien. Ensuite, j'ai gagné, dans une fête foraine, des casseroles. Alors tout ça, quand même, on aurait dû me mettre sur la piste. Rien du tout. Rien compris. J'étais une fille, et de toute façon, j'étais androgyne. On me prenait pour un garçon, c'était très bien. Ça dure encore, je vous rassure. Ça m'agace un peu maintenant, enfin, parce que c'est un peu usé. Mais disons que je me suis vraiment jamais posé cette question, puisque je me suis jamais vue ni en fille ni en garçon, en fait. Et tout comme aujourd'hui je ne me vois ni en fille ni en garçon, je me vois aussi sans âge. C'est-à-dire que je n'ai pas mon âge, ce qui est assez commode. Ça évite de geindre. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc j'ai raté ce coche, je suis un peu entre deux feux, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'âge de comprendre ou de m'y intéresser, en fait, tout le boulot, j'ai la sensation que tout le travail avait été fait, que toutes les femmes s'étaient engagées, s'étaient battues, que j'entendais bien des trucs, qu'il fallait aller en Angleterre pour faire certaines choses interdites, j'entendais parler de contraception, de machin comme ça, mais j'étais bien jeune et je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et puis ensuite, quand j'ai pris conscience de tout ça, le temps était beaucoup plus calme. C'est-à-dire, on était entre deux eaux. C'était le temps plus calme, la grosse vague était passée, la vague du militantisme. Enfin, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais bon. Et puis, maintenant, ça revient, et heureusement. Et puis, je me suis dit, comment ai-je fait pour ne pas connaître des artistes femmes, parce que quand même, je suis allée aux Beaux-Arts, j'aurais pu... pour avoir été si peu informée. Et je me dis, par exemple, que peut-être, si j'avais vu beaucoup plus tôt Saute ma ville de Chantal Akerman, les choses auraient changé, j'aurais eu un parcours différent, bon, c'est comme ça. Aussi, dans mes désenchantements, je vous en confie un, une vexation plutôt, c'est celui d'avoir reçu comme cadeau, non pas la panoplie de Thierry Lafronde dont je rêvais, mais celle d'Isabelle, sa compagne, avec son ridicule petit chapeau. Ça fait partie aussi du package. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que je vous raconte? On peut regarder quelques images rapidement? Peut-être, je vais me permettre d'interrompre. Ah mais oui, non, volontiers. J'ai peur qu'on n'ait vraiment pas le temps de développer. Non, mais ça va continuer. Simplement sur la question du féminisme, il y a un vrai contraste là, Esther, parce que toi, tu dis que tu es féministe 24 heures sur 24. J'ai dit que je serai féministe quand ça sera nécessaire. Je serai ravie qu'il ne soit pas nécessaire parce que parfois c'est très inconfortable être féministe, mais je serai féministe quand il sera nécessaire. Et je suis féministe 24 heures sur 24 parce que dès qu'on descend la garde, on fait marche en arrière. Et les femmes, on a mis beaucoup de temps à donner un pas en avant. Mais pour ma génération, on ne donnera pas vers l'arrière, il faudra qu'ils nous tuent. Alors, ce qui ne veut pas dire que je suis anti-féministe ou pas féministe, bien, ça va de soi qu'on est féministe, mais quand même... Le problème, c'est que je suis beaucoup plus vieille que toi. Carrément, oui, j'avoue. En mai 68, j'étais dans les quartiers latins. J'étais un adulte, bien adulte. Non, mais tu as eu l'âge. Enfant de 10 ans. Oui. Qui ne peut pas vivre la même chose que j'avais vécu. Non. Voilà. Bon, c'est à peu près. Donc il y a quelques images qui sont passées. Je vais pas. Qu'est-ce que je continue à raconter des choses. Donc alors j'ai retrouvé ça. Je ne suis pas une artiste femme. Bon, j'ai retrouvé ça dans une note de cahier. Donc c'est assez récent. Je ne sais plus quand je l'ai écrit.
Et vu comme c'est écrit, c'est que je ne devais pas être très contente. Parce que probablement quelque chose m'agaçait d'être toujours obligée d'affirmer qu'on est une femme et qu'on fait des choses, et que, cette peinture de 10 mètres, mais alors comment vous la faites, vous avez des assistants, et comment vous portez le truc, et comment, et c'est haut. Des questions, enfin, tout un tas de choses qui sont, finalement, auxquelles on ne fait pas attention, mais qui s'insinuent, qui sont un peu pénibles. Volontairement, dans ce diaporama, je n'ai pas mis de peinture, qui est plutôt mon activité de base, qui ancre tout le reste. Je suis assez je vais vite, je suis assez sensible au problème du travestissement. Un document m'a beaucoup intéressé, c'est Virginia Woolf, je vais dire ça avec un horrible accent, avec la photographie de Virginia Woolf, quand ils ont fait le Hawks, la plaisanterie avec la Navy, où toute l'équipe autour de Virginia Woolf, Horace de Vercors, etc., se sont fait passer pour des représentants de l'empereur d'Abyssinie, et elle était maquillée avec des moustaches, etc. C'est des documents de travestissement qui m'intéressent beaucoup. Évidemment Claude Cahun, tous ces registres-là, le registre théâtral, tout ce qui fait un peu qu'on échappe, Musidora, et qu'on échappe à son vrai visage. C'est un film qui s'appelle, en toute modestie, comme je disais hier au téléphone, Comment j'ai inventé Versailles. Là, ici, on retrouve un petit peu mon autisme féministe. Je suis dans ma tente d'Indien, je ne sais pas si je suis le dernier des Mohicans. Et puis là, quelquefois, je me suis dit que pour contrebalancer cette histoire de féminité, il fallait être un peu peut-être monstrueux. J'en suis pas très content, mais disons qu'il y a toujours, parfois, je pense, une nécessité d'exagération de soi-même pour compenser je ne sais quoi. Alors, ce rasage, c'est dans un film qui s'appelle Les fausses conférences, qui est le rasage là j'ai les cheveux longs, mais le rasage du crâne a été un moment où j'ai découvert une autre personne, une fois que le travail avait été fait, et tout d'un coup je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Alors je suis pas en analyse, peut-être je devrais, et j'en sais rien, j'ai pas grand chose à en dire, et dans ce même film, j'ai des activités domestiques aussi, où je balaie, où je me rase la tête, et pour terminer, je me rase le crâne sur cette chanson Yéyé, comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un garçon, je porte un blouson, qui entre parenthèses avait été écrite par mon mari, et donc qui mêle des activités très ordinaires et aussi mon travail. Je pense que ce n'est pas très brillant ce que je vous raconte, mais et là c'est le jour où j'ai inventé le Vatican. Voilà. Je pense que c'est pas mal d'avoir inventé le Vatican, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bon, Esther va prendre son taxi dans quelques minutes, dans 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne peux pas la présenter, c'est une très grande dame de la performance. Je poserai qu'une question et vous n'avez qu'une minute pour y répondre, comme tout à l'heure. Ma question est très longue, mais je vais la raccourcir. En gros, quand on prend la décision de faire une performance, on fait la décision de faire une expérience, c'est pas autre chose. Quand la performance était un moment crucial, c'était les années 60-70, elle ne se faisait pas au musée. Cette expérience se faisait hors du musée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la performance revienne au musée, et est-ce que ça peut encore être un outil d'émancipation? D'abord, le musée ne voulait rien savoir des performances. Voilà, et tant mieux. Tant mieux. Parce que le fait que la performance est rentrée dans le musée la formate. Voilà. Mais pendant longtemps, on faisait des performances n'importe où, parce que la performance, c'est comme les gens sans domicile fixe. Quand on n'est pas de domicile, on dort où on peut. Mais la performance, c'était pareil. On la faisait où on pouvait. La rue, des locaux bizarres, parfois des centres d'art, même des musées un peu bizarroïdes, mais normalement, on les faisait n'importe où. Et je continue à penser que c'est la meilleure façon de le faire. Le problème, c'est que maintenant, les musées, ils sont l'ennemi.
sur la performance, et maintenant les artistes se consacrent dans le musée. Et je comprends parfaitement qu'un artiste, il veut vivre, il veut être reconnu, etc. Et la même façon de le faire, c'est passer par le musée. Et que passe dans le musée? La performance est un art vivant. Tu commences la performance, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. Et ce qui se passe, c'est plus important que ce que tu avais pensé. Tu vois? Mais dans le musée, c'est difficile parce qu'on te demande 50 fois par où tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas rentrer par là, tu vas pas sortir par là. Je comprends parfaitement qu'ils ont des problèmes de sécurité énormes et que si ça arrive quelque chose, ils sont un drame. Et bon, pour le bien ou pour le mal, la performance est en train d'évoluer. Un des facteurs d'évolution, c'est celle-là. Et un autre facteur d'évolution, c'est que chaque fois, on n'a jamais eu beaucoup d'argent pour le festival. Depuis que je suis dans des festivals, ça fait beaucoup d'années. On n'avait pas d'argent, mais on s'est démerdé pour le faire. Maintenant, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible parce qu'il n'existe pas les pauvres personnes qui organisent le festival, il va peiner, personne ne donne de l'argent, etc. Donc, on est tous coincés dans l'institution. Voilà. Ça n'empêche pas qu'à côté de ce problème, les performances évoluent aussi parce qu'elles sont en sens, parce qu'il y a de la technologie, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des années 60. C'est un monde complètement différent et c'est complètement idiot de répéter les performances qu'on se faisait dans ce temps. Mais il y a des facteurs que je n'ai pas le temps de, parce que je pourrais beaucoup dire les raisons pour lesquelles les performances évoluent, mais je dois prendre. C'est tout. Pour terminer, j'aimerais remercier le comité d'organisation de cet événement et auquel j'avais la chance de participer. D'abord Anna Elkema de la Fondation Aware, Sylvain Amic de la Réunion des musées métropolitains Normandie, Camille Morino qui est la directrice de Aware, France Nerlich de l'INHA qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qui nous a adressé un message, et enfin Néguine Mathieu, conservatrice au Louvre, puis Coralie de Souza Vernet qui a vraiment œuvré pendant tout le festival. Merci beaucoup. Petit mot de passe pour annoncer le thème de l'année prochaine, puisque traditionnellement c'est comme ça qu'on fait. C'est un sujet cher à Éric de Chassey et à moi-même, c'est moins connu. Alors je lui laisse le soin de révéler le thème de l'année prochaine. Alors le thème est encore en discussion, parce que tous les termes sont piégés. Ça sera autour de la question de la contre-culture au musée, contre-culture, culture alternative, sous-culture, etc. Quelle place au musée, ce que ça produit sur les objets, et si c'est légitime, etc. Merci à tous et à l'année prochaine.